Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Essentiel News. Je suis très heureux de vous retrouver pour un épisode qui, je l'espère, va vous donner à réfléchir, vous inspirer et peut-être même vous pousser à agir. Parce que ce dont nous allons parler ce soir, ce n'est pas juste une passion ni un loisir. C'est une démarche de vie, une invitation à plus d'autonomie, plus de résilience et de prévoyance dans un monde instable. Nous vivons aujourd'hui dans un monde déconnecté de la nature, dépendant de technologies et de systèmes que nous ne maîtrisons pas du tout. Un monde qui, paradoxalement, devient fragile alors même qu'il se croit tout-puissant. Nous perdons peu à peu en autonomie, en souveraineté, en capacité à comprendre et à agir sur notre environnement. Nous sommes nombreux à ressentir le besoin de revenir à une vie plus simple, plus sobre, face à une société de consommation en perte de sens, de notre lien au vivant et parfois même de notre santé. C'est dans ce contexte qu'est né Apprendre, Préparer, Survivre.com, un site, une communauté, un projet qui invite chacun à se former, à anticiper, à apprendre les gestes et les savoir-faire pour être plus autonome et plus résilient. Alors ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine, fondateur de ce projet. Bonsoir Antoine. Salut Akina. Comment vas-tu? Bah écoute, très bien. J'espère que toi aussi et ceux qui nous regardent en direct aussi. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir ce soir sur Essentiel News. Merci d'avoir accueilli et accepté notre invitation. Et donc Antoine, ce soir, cette émission s'inscrit pleinement dans la ligne éditoriale d'Essentiel News parce que nous essayons aussi de proposer des émissions qui aident à s'émanciper par des actions concrètes et accessibles et pas seulement se focaliser sur les défis mondiaux. Penser le futur, c'est aussi important que de comprendre l'agenda mondial. Alors voici une soirée pour avancer, construire et trouver du plaisir dans un contexte trop souvent anxiogène. Donc, on va explorer ensemble ce soir, Antoine, ce qui vous a poussé à lancer Apprendre, Préparer, Survivre. Quelles sont les différentes choses que vous avez mises en place à votre échelle dans une démarche d'autonomie et d'abondance, votre vision de l'équilibre entre autonomie et modernité, comment allier préparation à la survie sans tomber dans la peur, et surtout, le cœur de cet entretien, des pistes concrètes qui permettent à tout un chacun de devenir plus résilient, quel que soit son environnement de vie. Alors, chers auditeurs, restez avec nous, on va parler de choses simples, mais essentielles sur essentiel.news. Et ce qu'on va partager pourrait bien vous donner de nouvelles idées, je l'espère. Merci à tous pour votre présence et n'oubliez pas, c'est grâce à vous et grâce à vos dons et votre soutien qu'Essentiel News peut rester indépendant. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter pour qu'on tienne bon dans cette bagarre des réseaux sociaux. Alors, avant de rentrer dans le cœur de notre échange, Antoine, j'aimerais tout simplement vous poser 2-3 questions préliminaires. Tout d'abord, pour mieux connaître ce projet, pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a poussé en 2018 à lancer Apprendre, Préparer, Survivre? Quel a été votre déclencheur, vos motivations et dans quel contexte cette initiative est née, s'il vous plaît? Je pense qu'à la base, c'était une envie de... Alors, pour me présenter extrêmement rapidement, moi je viens de la campagne. Ensuite, j'ai fait 10-15 ans en ville. Ça m'a honnêtement un petit peu abruti et j'ai eu besoin de retourner à la campagne et de réapprendre certaines choses, des choses qu'en fait mes parents ne m'avaient pas appris. Et je me suis dit, ben tiens, je vais apprendre plein de choses et je vais aussi découvrir quelque chose. Et je me suis dit, je vais les partager. C'était alors pour faire découvrir de nouvelles choses aux gens, mais aussi pour qu'on vienne et qu'on commente ce que je faisais en me disant, ah, j'aurais peut-être fait comme ci, peut-être fait comme ça. Je me suis dit que ça permettrait de grandir en fait en partageant ça au plus grand nombre. Ensuite, le projet a pris de plus en plus d'ampleur. À la base, c'était un simple blog. Ensuite, j'ai écrit un livre. Ensuite, je me suis un petit peu mis aux réseaux sociaux. Et à l'heure actuelle, on est une maison d'édition. Il y a une petite équipe derrière. Et on publie des livres, des revues, des formations vidéo. Donc le projet a bien grandi depuis 2018. Quand tu me parlais de 2018, je me disais, ah oui, effectivement, ça commence à dater un peu. Donc voilà un petit peu l'idée. Puis le nom du projet, Apprendre, parce que je pense que c'est absolument indispensable d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles connaissances, de nouvelles techniques. Préparer, il y a le côté un petit peu survie. C'est qu'une fois qu'on a la connaissance, on va la mettre en place, on va se préparer avec du matériel. Et ensuite survivre. Alors, à l'écrit, le sur est entre parenthèses, parce qu'avant de survivre, c'est déjà bien de vivre, et de vivre bien, tout simplement, de vivre sain. Donc il y a à la fois le côté un petit peu autonomie, un petit peu le côté survie aussi. Je pense que les deux sont liés, en tout cas dans ma vision des choses, les deux sont très liés. Donc l'idée de ce projet, c'est tout simplement de partager au plus grand nombre des techniques d'autonomie, de survie, pour mieux vivre et en cas de problème, être prêt, savoir se gérer soi-même, gérer sa famille et aider ses voisins en cas de problème.
Eh beh, c'est vraiment super, c'est ce qu'on va aborder vraiment dans le cœur de cet échange, hein, comment mieux vivre, hein, comment développer aussi, cette vie, à la campagne, mais pas que, on abordera la question de la ville. Mais pour continuer à contextualiser, j'aimerais qu'on déconstruise aussi, des clichés potentiellement parce que des initiatives comme la vôtre sont parfois assimilées au survivalisme. Or ce terme aujourd'hui, dans les médias, il est très connoté, il est présenté négativement. Est-ce que vous, Antoine, vous considérez comme survivaliste? Que pensez-vous de ce mot? Et ne risque-t-il pas en fait de donner une image déformée, simpliste de personnes qui cherchent tout simplement plus d'autonomie, de souveraineté et d'harmonie avec leur environnement? C'est une question qui est extrêmement complexe, je vais essayer de pas faire trop long, mais pour moi, hein, bah, la définition de de survivaliste, c'est une personne qui, cherche à survivre en cas de problème et c'est une définition qui me convient très bien. Le problème que j'ai avec ce mot, c'est sa connotation, hein, comme vous le disiez. Hem Et je savais pas trop comment définir. En 2018-2019, c'est vieux, c'était avant le Covid. À l'époque, parler de survivalistes, on avait l'image, des Américains qui avaient leur bunker, leur stock de nourriture d'un côté, de nourriture lyophilisée, là, des gros tonneaux à l'américaine. Mmh. De l'autre côté, ils avaient des munitions pour leurs fusils, puis derrière, ils avaient, des bidons d'essence. Ils se préparaient à survivre à l'apocalypse, il y avait un côté un petit peu apocalypse de zombies. Donc j'étais pas très à l'aise déjà avec, l'usage qu'on faisait de ce mot. Ensuite, il y a un article de journal qui m'a vraiment marqué. Le titre, c'était de mémoire: «Un survivaliste, bat sa femme et tue 2 gendarmes». Donc c'est un fait divers qui arrive en France, donc quelqu'un un peu fou, hein, qui avait frappé sa femme s'était réfugiée sur le toit et les gendarmes étaient venus pour un problème de voisinage et il en avait tué 2. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté d'utiliser le mot survivaliste parce qu'évidemment la connotation, bah, j'assume absolument pas, c'est pas moi tout simplement. Et ensuite, il y a eu le Covid, la guerre en Ukraine, des crises sociales et ben, de plus en plus de gens commencent à s'intéresser, à la résilience. Je préfère ce terme qui est un peu plus neutre, à la résilience et du coup le survivalisme est devenu un petit peu moins connoté. Donc, je préfère parler de résilience, c'est un terme qui me convient mieux. Merci beaucoup. Et donc, vous préférez donc le terme de résilience, vous parlez aussi beaucoup d'autonomie, de prévoyance. Où se situe selon vous la ligne rouge entre anxiété inutile et préparation responsable? Parce qu'on le sait aujourd'hui, la peur, fige l'individu et n'est certainement pas la meilleure alliée pour avancer. Et donc voilà, comment vous vous positionnez, dans votre projet et aussi individuellement, enfin personnellement? Je pense que la peur est utile. Ça peut être un électrochoc, un moteur qui nous permet d'avancer, mais elle est utile sur une courte période. Par exemple, se dire, qu'est-ce qui se passe si demain il y a un feu chez moi? Et ben évidemment, ça fait peur. On se dit: «Qu'est-ce qui se passe? J'ai des enfants chez moi, j'ai toute ma vie dans la maison, les pompiers, ils vont peut-être venir en 20 minutes, donc qu'est-ce que je fais?» Et ça, c'est du coup, on se fait peur. Je pense que c'est une bonne chose et après ça permet d'acheter un extincteur, de mettre en place, tu vois, par exemple, j'ai une boule anti-incendie là, au-dessus du compteur électrique. Enfin, bref, c'est pas un compteur, au-dessus du truc électrique. Donc on met en place des stratégies qui vont permettre de régler, cette crainte et une fois que les stratégies sont en place, pour moi, ben, on passe à autre chose tout simplement. Je vis pas du tout dans la peur au quotidien parce que je sais que, je suis exposé à des risques comme tout le monde. J'ai mis en place des techniques, j'ai du matériel, j'ai des connaissances pour faire face à ces risques et du coup, je suis pas plus stressé que ça au quotidien. Là où je pense que ça devient vraiment, dommageable, c'est si on pense à ça en permanence. Moi, j'ai déjà rencontré des personnes, très anxieuses. Souvent, ils sont anxieux sur un domaine. Ils sont très anxieux sur la guerre nucléaire, très anxieux sur les risques bactériens, très anxieux sur une typologie très précise et parfois effectivement ça vire à la ouais, ça détruit la vie tout simplement. Je pense pas on est fait pour supporter trop de stress et je pense qu'au bout d'un certain temps, ça devient assez dommage. J'ai une phrase que j'aime bien qui est: «Prévoir le pire pour profiter du meilleur». C'est-à-dire qu'une fois que le pire est prévu, et qu'on est préparé au pire, et bien profitons du meilleur. Profitons on n'a qu'une vie, profitons-en pour faire des choses qu'on aime, pour être avec nos enfants, avec les personnes qu'on aime et puis, voilà, bien vivre tout simplement. Eh beh, on est là pour profiter ce soir et donner des conseils aussi pratico-pratiques. Donc entrons dans le concret, ce soir, Antoine, ensemble. Si demain, par exemple, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Donc je vous propose de partir déjà sur le sujet de l'eau. Si demain, par exemple, l'eau courante s'arrête, comment on fait pour avoir de l'eau potable? Bah, déjà, il faut trouver de l'eau et ensuite il faut la purifier. Donc, trouver de l'eau, c'est pas trop compliqué normalement. Surtout si on vit dans des endroits où on habitait avant. C'est-à-dire que dans un lotissement moderne, là, ça peut être compliqué de trouver de l'eau parce que les lotissements sont faits, où il y a de la place. Mais dans les anciennes habitations, il y avait un puits, il y avait une source, il y avait une rivière et même les villes à l'heure actuelle sont faites autour de rivières. Donc de l'eau, on en a
quand même relativement souvent autour de nous, à part dans des zones très extrêmes, type sud de la France, on est à une source d'eau relativement proche. Par contre, cette eau, si on prend l'exemple de quelqu'un qui habite en pleine ville, bah, la rivière qui traverse la ville ou le fleuve, il est souvent pas terrible, genre, voire très marron. Boire cette eau, c'est s'exposer à un gros risque, surtout qu'à l'heure actuelle, on boit quasiment tous une eau qui est très, très, très saine, enfin très, très saine, en tout cas qui est débarrassée des virus et des bactéries. Si on rentre sur la pollution de l'eau, on est parti pour 1 heure, mais où il y a assez peu de virus et de bactéries, normalement, et du coup, si, on boit une eau qui est sale, ben 2 jours après, on finit à l'hôpital et s'il y a plus d'eau, j'ai je comment dire? Il y a assez peu de chances que la catastrophe soit uniquement localisée sur l'eau, donc généralement, c'est une catastrophe de plus grande envergure qui a comme secondaire le fait qu'on n'a pas d'eau. Donc ça peut être par exemple un blackout, une coupure d'électricité où les pompes des stations, ne fonctionnent plus. Donc en fait, il y a plus de prélèvement sur les nappes phréatiques, il y a plus de traitement et du coup, il y a l'eau qui s'arrête. Mais l'eau, c'est vraiment une action secondaire. C'est-à-dire que, ben, s'il y a plus d'électricité, les hôpitaux fonctionnent de manière très parcellaire, il y a un chaos un peu généralisé et c'est pas à ce moment-là qu'on a envie d'avoir une gastro. Donc il faut, la filtrer. Il y a, je peux te proposer 3 techniques rapides. La première, c'est de la bouillir. Donc quand on fait bouillir de l'eau, on enlève tout ce qui est bactéries, virus, mais on n'enlève pas du tout les autres contaminants, type contaminants chimiques. Donc bouillir l'eau, c'est une première étape. Ah, j'en ai pas parlé avant, évidemment, il faut la filtrer. Donc on prend, par exemple, 2 couches de t-shirt et on fait passer une eau sale, là-dedans et ça permet d'enlever tout ce qui est, un peu boue, résidus, gros débris. Donc on va enlever déjà une partie. Ensuite, on fait bouillir l'eau et bah, on débarrasse des virus et de bactéries. La deuxième option, c'est une gourde, comme celle que j'ai ici. Donc c'est une gourde filtrante. L'avantage, c'est qu'on la remplit, il y a un filtre ici et on boit comme si c'était une gourde normale. Et ensuite, l'autre Et ça solution. permet, excusez-moi, ça permet cette gourde de filtrer de l'eau d'une rivière et de pouvoir la boire et de la rendre potable. Oui, aucun souci. Un Alors simple filtre comme ça. oui, par contre, c'est mieux de pré-filtrer avant pour enlever, tout ce qui est un petit peu boue, pour faire simple. Parce qu'en fait, la boue va venir coller, le filtre et du coup, ça va très, très rapidement perdre en efficacité. Mais oui, une gourde comme ça fonctionne très, très bien. Après, il y a plein de modèles différents, il y a plein de marques différentes. Je pense pas qu'on est là, pour faire la promotion Non. d'une marque en particulier, mais ça fonctionne très bien. Et après, moi, c'est par exemple une gourde que j'ai sûrement en permanence. Parce que voilà, c'est au lieu d'avoir, un thermos, bah, j'ai ma gourde filtrante. Et puis ensuite, on a des gros filtres. Alors, des filtres à gravité. Ça ressemble à des grosses cuves en inox, comme ça, qu'on peut avoir dans les cuisines. Moi, j'en ai chez moi, par exemple. Et ça permet de filtrer encore plus efficacement. Sauf que c'est un peu moins enfin, c'est pas transportable. C'est pas moins transportable, ça l'est pas du tout. Donc voilà, un petit peu trois solutions en fonction de votre niveau de préparation et puis de vos moyens. Donc, par exemple, ces filtres que vous avez dans votre cuisine, on peut s'équiper chez soi déjà. Ça fait même une filtration par rapport à l'eau potable aujourd'hui. On peut aussi améliorer l'eau potable potentiellement avec ces filtres et dépolluer encore certains éléments chimiques grâce à ces filtres. Complètement. Moi, c'est d'ailleurs quelque chose que je recommande, c'est que l'eau du robinet à l'heure actuelle, la situation n'est pas la même partout, en Europe. Il y a des endroits plus sains, d'autres un peu moins sains, mais clairement, la qualité de l'eau est, à mon sens, catastrophique. Tout ce qui est virus, bactéries, c'est quand même relativement bien enlevé dans les réseaux. Par contre, des résidus chimiques, des pesticides, des herbicides, beaucoup de résidus de l'agriculture, ça arrive dans l'eau du robinet. C'est des choses qui ne sont pas retirées, quand l'eau arrive dans notre robinet et pour moi, à mon sens, c'est primordial de la retirer avant de la boire. J'ai 3 enfants en bas âge, bah, avec un filtre à gravité, au moins je sais qu'ils boivent une eau qui est pure, qui est réellement pure. Et l'eau de pluie, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Non, ça peut clairement être une bonne idée. Là, je dis oui, alors il faut qu'il ça dépend si en situation de survie, l'eau de pluie généralement elle est plutôt dans des petites flaques d'eau, donc des endroits un peu boueux, donc c'est pas forcément quelque chose que je recommande en situation de survie. Si on a le choix, mieux vaut une rivière par exemple ou un puits. Par contre, en situation d'autonomie, récupérer l'eau de pluie et la boire et l'utiliser pour, ses toilettes par exemple, c'est une excellente idée, ouais. Et si par exemple on est en ville et qu'on veut prévoir des stocks pour une famille, des ordres de grandeur, par exemple, je sais pas, pour une famille avec 2 enfants, vous conseillez quoi? Des stocks sur combien de jours, combien de semaines, un mois, je sais pas? Des stocks d'eau? Oui, des stocks d'eau. Alors plus il y en a, mieux c'est. De manière générale pour les stocks, c'est toujours un petit peu ça. Après, vous parlez de ville, donc tout de suite on parle de place.
Et Mmh. le stock d'eau, je dirais qu'un minimum, ce serait quand même 2 litres d'eau par jour et par personne. Souvent, quand je dis ça, les gens se disent: «Non, mais je bois pas 2 litres par jour». Oui, mais il y a aussi l'eau pour, se brosser les dents, il y a l'eau pour faire cuire les pâtes, il y a l'eau pour, comme se laver un minimum, ne serait-ce qu'aux gants. Donc en fait, Mmh. 2 litres d'eau par jour et par personne, on est vraiment sur un minimum. 3 litres, c'est bien, surtout en été. Donc 2 litres pour une famille de 4 personnes, ben, on est tout de suite à 8 litres. On multiplie ça par une semaine par 7, là, ça commence déjà à prendre beaucoup de place. Donc je dirais qu'une semaine, c'est déjà pas si mal, surtout en ville, vu la place que ça prend. Après, l'astuce, c'est on les met, sous l'évier, on peut en les mettre un peu sous un placard, on peut en mettre quelques bouteilles sous les lits, donc on peut quand même remplir des espaces un petit peu perdus avec quelques bouteilles d'eau, donc c'est déjà pas si mal, 7 jours. Surtout qu'un filtre comme ça, enfin une gourde filtrante comme ça, on en achète une fois. Si on veut pas l'utiliser au quotidien, on met ça dans un placard et ça, c'est de l'eau illimitée pendant quasiment un mois, en fonction du nombre de personnes, la qualité de l'eau. Mais le filtre est extrêmement intéressant pour tout ce qui est eau en situation de survie. Donc on voit qu'il y a des petits équipements qui sont pas onéreux et qui permettent, déjà de pouvoir accéder à l'eau, même si elle est pas potable, en la récupérant dans une rivière ou ailleurs, avec des petits équipements comme celui que vous nous proposez, comme cette gourde ou des équipements un peu Complètement. plus conséquents, comme, dans les cuisines avec ces bidons verticales qui passent par filtre et par gravité. Donc, on a de l'eau, c'est déjà bien, mais il faut aussi manger. Donc parlons un peu de nourriture. Qu'est-ce qu'on doit absolument avoir, selon vous, en stock pour tenir, par exemple, un mois pour une famille de 4 personnes? Je reviens juste sur les filtres pour donner un ordre Oui, d'idée aux je vous personnes en qui nous prie. suivent en termes de prix. Les Oui. gourdes filtrantes entourent à peu près entre 50 et 100 € Ah et quand même. les filtres à gravité, entre 300. Allez, 350, on a un bon filtre. Après, ça dépend de la taille, mais on va dire entre 300 et 450 € environ. Et après, il faut évidemment changer les filtres. Donc, c'est bien d'avoir un filtre, mais il faut aussi, prendre le remplacement des filtres en compte. Voilà, je finis la Ouais, mais partie. bien sûr, mais donc vous conseillez aussi de stocker Heu, potentiellement des filtres à gourde, en plus de la gourde? ouais, par exemple, On a de la chance, vous avez, tout votre équipement dans le ça, studio. c'est des fils de rechange pour la gourde et ça, c'est des fils de rechange pour les filtres à gravité. D'accord. Donc oui, en plus de l'équipement de base, on peut se permettre aussi de stocker un ou 2 filtres pour pouvoir, augmenter dans le temps, heu, l'accès à l'eau, si l'accès à l'eau est difficile sur, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Complètement. Alors pour la nourriture, c'est, extrêmement compliqué de répondre parce qu'en fait, il y a un mois, c'est très long, donc va falloir aussi avoir une nourriture variée. Donc il y a 2 types de réponses. Je la fais un petit peu rapide. La première, c'est d'avoir de l'avance sur ses courses. C'est la première chose que je recommande. En gros, vous faites vos courses pendant une semaine et vous notez à peu près ce que vous achetez. De toute façon, vous connaissez à peu près vos habitudes, mais notez-le pendant une semaine, comme ça vous avez une bonne base. Ensuite, vous achetez 3 ou 4 fois ça et ça vous fait déjà 3 ou 4 semaines d'avance. Alors évidemment, je parle que des aliments qui se conservent au minimum un mois. Si on achète des poireaux au supermarché, on va pas acheter, un mois de poireaux d'avance au supermarché. Mais rien qu'avec ça, déjà, vous avez à peu près un mois d'avance sur vos courses. Ensuite, on va le faire tourner le stock, donc on appelle ça un stock tournant ou dynamique. Et c'est comme au supermarché, c'est-à-dire qu'on achète, je sais pas, un paquet de pâtes. On sait qu'on mange 2 paquets de pâtes par semaine, donc on en a 2. On fait 4 semaines, donc paf, on en a 8. Et toutes les semaines, on continue d'aller au supermarché. Et quand on arrive avec ces sachets de pâtes, on les met tout derrière, on avance. Et comme ça, on prend toujours le paquet de pâtes qu'il y a devant. Et ça, il y a zéro gaspillage parce que c'est ce qu'on mange habituellement. Et ça tient un mois. Je préfère dire ça plutôt que donner des listes parce que souvent, si moi je vous dis, par exemple, je sais pas, manger des sardines, ben, peut-être que vous aimez pas les sardines, d'ailleurs moi non plus. Et du coup, les sardines vont rester sur une étagère. Évidemment, on va pas les manger. Puis au bout d'un certain temps, on va les perdre et c'est du gaspillage. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième, ça c'est la, pardon, ça c'est la solution si on veut pas s'embêter. Ça, c'est des rations de survie. Alors, je peux donner le nom de la marque parce qu'il y a quasiment que celle-là, c'est une NRG5. Ça dure 20 ans et une boîte, une journée pour une personne. Donc c'est hyper simple à calculer. Vous êtes une personne toute seule, vous en achetez 30, ça coûte à peu près 10 € la boîte, et vous avez un stock pour un mois. Et l'avantage de ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de cuisson, donc on peut très bien manger ça sans cuisson. Simplement de l'eau, j'imagine, de l'eau. C'est une sorte de purée Alors, ou de soupe? il y a plein d'options, on peut manger ça sec, mais c'est très, très, très sec. Donc je recommande fortement d'avoir au moins un verre d'eau à côté si on veut pas s'étouffer. Et ensuite, on peut le faire en mode soupe, en mode podringe, et ça fonctionne même pour les bébés. Donc on peut diluer ça pour mettre dans des biberons, par exemple. Et la DLC, c'est 20 ans. Alors dans la réalité, on peut aller plus loin. Donc ça, c'est quand même une bonne assurance vie, les rations de survie.
Et c'est facile à trouver, j'imagine, sur internet, Oui, sans trop de soucis. Alors, en magasin, non, mais sur internet, oui, pas de souci. et donc il y a pas de date de péremption. Enfin, 20 ans, c'est Non. c'est une longue période, donc c'est confortable. Juste, je reviens rapidement sur l'eau parce que j'avais pas vu la question de Sandy, que je remercie, qui dit: «Faut-il faire bouillir l'eau un temps minimum?» Elle demande qu'on fait bouillir l'eau pour, les premières filtrations si on n'a pas de gourde. Moi, je laisserais quand même, normalement, une fois que l'eau bout, ça devrait être bon, mais par précaution, 5 à 10 minutes pour vraiment être sûr. D'accord. Merci beaucoup. Par contre, il faut s'attendre à un très mauvais goût, hein. Si on prend l'eau d'une rivière qu'on filtre avec 2 t-shirts et qu'on la fait bouillir, il faut s'attendre à ce que ce soit pas très bon. Mais bon, c'est situation de survie sans matériel. Vous parliez, des poireaux juste à l'instant, ça se conserve pas longtemps et donc, si on par exemple on a des aliments qu'on veut conserver et qu'il y a plus de frigo, est-ce qu'il y a des solutions pour faciliter la conservation des aliments sans frigo? En situation de survie ou en situation plutôt d'autonomie? Beh, les 2, pourquoi pas? Les 2 contextes peuvent être intéressants. Bah, en situation de survie, si demain il y a une coupure d'électricité, par exemple un blackout, il y a de la nourriture dans le frigo, ça m'étonnerait la majorité des gens n'ont pas chez eux de quoi, conserver les aliments qui sont au frigo sur le long terme, donc je pense manger-les. C'est la meilleure chose que je peux vous dire. Après, s'il y a des légumes au frigo que vous voulez vraiment les conserver un petit peu, il y a la lactofermentation qui fonctionne plutôt bien. Donc l'idée, c'est de prendre un bocal type Le Parfait. On met une saumure à l'intérieur, donc en gros de l'eau et du sel, à peu près, entre 1,5 gramme et 3 grammes de sel, par litre d'eau, et ensuite on met les légumes à l'intérieur. On évite Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est parti pour une heure. On met les légumes à l'intérieur, on ferme et on peut conserver les légumes sur le long terme. Donc ça peut être une solution qui fonctionne plutôt bien parce que quasiment tout le monde a un bocal chez soi, ne serait-ce que quelques pots de confiture qui traînent, et ça permet de conserver les légumes sur le long terme. Mais plutôt manger rapidement ce que vous avez dans le frigo, c'est plutôt la meilleure chose que je peux dire. Hem Et ensuite, en situation d'autonomie, il y a plein de solutions. Il y a la lactofermentation, il y a les conserves, classiques, il y a le séchage. Il y a ouais, il y a vraiment pas mal de choses. Peut-être dans des vieilles bâtisses, des caves aussi qui permettent, de garder des températures, raisonnables pour la conservation? Des caves Oui, qui dépassent pas les 12 degrés, par exemple, des choses comme ça? ça peut permettre de faire traîner la conservation, mais je sais, par exemple, il y a un bout de jambon dans le frigo et demain il y a une coupure d'électricité, on peut essayer de tirer quelques jours, mais faut aussi faire attention parce que c'est pas un moment où on est en coupure d'électricité, où il y a un petit chaos qui est généralisé, qu'on a envie d'avoir une intoxication alimentaire en mangeant un jambon, qui est plus très frais. On va Donc cumuler les problèmes critiques et donc, bah, autant faut être faire attention, précautionneux. c'est ça, en cas de situation compliquée, j'aime bien le terme de rupture de la normalité. En gros, une rupture de la normalité, c'est une situation qui sort de l'ordinaire et ça peut être, un accident de la route, ça peut être une période de chômage, ça peut être une coupure d'électricité, une inondation, peu importe. Donc j'aime bien utiliser ce terme plutôt que catastrophe, effondrement. Et ces stocks aussi alimentaires dont vous nous parliez, comme au supermarché, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, les citadins en particulier font souvent leurs courses, au quotidien et n'ont pas forcément de stock chez eux. Parfois, ils achètent jour après jour, donc ils ont vraiment même pas de stock pour 3 jours. Donc, d'où l'intérêt avec des produits comme vous avez cité, de permettre déjà, d'avoir au moins quelques jours ou quelques semaines, de réserve. Et si on est en nature ou même qu'on peut accéder à la nature, est-ce qu'il y a des aliments sauvages faciles à reconnaître et à consommer, sans prendre trop de risques? Ça dépend les saisons, j'imagine aussi? Oui, je dirais de toute façon les plantes, on oublie les champignons, enfin, faut bien s'y connaître parce que déjà les champignons, c'est que c'est une toute petite période de l'année et il faut bien s'y connaître. On s'improvise pas, cueilleur de champignons comme ça en situation de survie, toujours dans la même idée. Heu, c'est pas quand l'hôpital n'est pas disponible, qu'on prend le risque d'avoir besoin de lui. Sur les plantes, il y en a beaucoup, beaucoup, mais pour faire très simple, 2 plantes que je peux recommander en situation de survie. Il y a l'ortie, qui est une plante qui est extrêmement intéressante d'un point de vue nutrition, qui est vraiment très, très riche. Donc Et qui est et très présente en plus, qu'on peut trouver très facilement. c'est ça, et qui est très reconnaissable. On a un doute, on la frotte sur un doigt et puis on sait tout de suite que c'est l'ortie. Mais ça évite comme ça, j'aime bien beaucoup donner l'ortie parce que, voilà, c'est très présent, très facilement identifiable, très intéressant d'un point de vue nutritif. Donc ça, c'est une première plante. Évidemment, alors si on la mange comme ça, on peut la plier comme ça dans les doigts, la presser jusqu'à ce qu'il y ait du jus qui sorte en faisant attention de ne pas se piquer dans le sens des poils, donc c'est comme ça on peut la manger crue. Et sinon, il faut la faire cuire. La soupe d'ortie, c'est très bon, donc ça, c'est une première plante. Et ensuite, le plantain, qui est une plante qui est très intéressante parce qu'elle est présente toute l'année. Le plantain,
sûr que je l'ai ici. Alors, le plantain, ça ressemble à ça. Donc, on la reconnaît facilement donc, quand c'est en fleurs. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même assez commun, qu'on reconnaît facilement. Et sinon, un bon moyen de les reconnaître, ce sont les très fines lignes, comme ça, qui traversent les feuilles. Et l'avantage du plantain, c'est qu'il pousse, il est très présent en ville. En fait, il est présent dans les endroits où on marche et on compacte le sol. Donc, il est très souvent présent près des zones avec de l'humain. Et il est toujours là l'hiver. Alors, le plantain, l'hiver, déjà, le plantain, c'est pas très bon comme ça tout seul, parce que moi, j'aime pas trop ça. Mais en plus, l'hiver, il va être coriace. Par contre, en cas de situation de survie, il y a très peu de chances de confondre le plantain avec une autre plante, sachant qu'il y a comme 3 types de plantain. Il y a des feuilles qui sont un peu ovales et des feuilles beaucoup plus longues, mais il y a très peu de chances de le confondre, et il y en a toute l'année. Et si on veut, par exemple, avoir simplement quelques légumes ou quelques fruits à cultiver, on n'est pas forcément passionné par le jardin. Est-ce qu'il y a certains légumes ou certains fruits qui sont particulièrement simples à cultiver, avec des rendements assez intéressants pour des gens qui veulent s'initier, on va dire, un peu et être dans cette démarche d'autonomie sans voir trop grand en termes de jardin? Les pommes de terre, c'est toujours une des plantes qui a le meilleur ratio, je dirais, entre la place au sol, la facilité de culture et le rendement. Mmh. Donc ça peut être un peu sensible aux maladies, mais je pense que d'un point de vue un peu survie productif, plutôt productif, la pomme de terre, c'est une très bonne option. Après, les fruitiers, c'est génial dans le sens où quelqu'un qui veut pas trop s'en occuper, on le plante une fois, on l'arrose un peu la première année et ensuite ça donne des fruits, tous les ans. Ça prend quelques années avant de bien démarrer, mais une fois qu'ils sont en place, c'est absolument génial. Donc, n'hésitez pas à planter des fruitiers dans vos jardins. Et Complètement. évidemment, après, il y a tous ces fruits sauvages qu'on a la chance d'avoir en France et ailleurs, des mûres, selon les saisons, des noix, des châtaignes, etc. Et d'ailleurs, Mike nous dit aussi pour les plantes sauvages, les pissenlits. Merci à vous, Mike, d'être Oui. avec nous. Est-ce que c'est pertinent, selon vous, Antoine, aujourd'hui, d'avoir des poules pour les œufs, pour une famille, Mmh. éventuellement dans des cas de rupture ou je ne sais plus l'expression que vous utilisez, Rupture de la normalité. voilà, rupture de la normalité, je trouve ça intéressant comme expression, merci. Éventuellement, même pour de la viande, hein, en cas de rupture de la normalité. Alors moi, j'adore les poules, surtout les canards là. J'étais très fan de poules, maintenant je deviens très fan de canards. C'est très rustique comme animal. C'est vraiment rustique. Et puis alors, on le nourrit au grain habituellement. Là, on va plutôt nourrir les poules au grain habituellement, mais en cas de situation un petit peu de survie, si on parle de ça, ils mangent quasiment de tout et ils trouvent quasiment à manger de tout toute l'année. Il faut juste vraiment bien les protéger du renard et ça donne des œufs une bonne partie de l'année. L'hiver, évidemment, elles arrêtent de pondre. Si c'est des œufs un petit peu, comment dire, un petit peu artisanaux, on n'est pas dans des grands élevages où il y a des conditions particulières, mais dans une condition classique, ils arrêtent de pondre l'hiver. Et puis ensuite, c'est une réserve de viande en cas de problème. Puis même pas en cas de problème, en temps normal, c'est déjà le coup classique, c'est on a une couveuse où on fait ses poussins naturellement sous la mer. Ensuite, les poules pondent des œufs quelques années, puis ensuite, quand elle devient trop vieille, on la mange. C'est le schéma classique. Donc non, c'est super. Avec les enfants, en plus, c'est génial. C'est des très bons moments à partager avec des enfants, avoir des poules. C'est pas trop d'entretien, on peut partir en vacances une semaine sans inquiétude, au niveau pratico enfin, au niveau concret? L'entretien, une fois que le poulailler est en place, c'est, des grains une fois par jour ou même une fois tous les 2 ou 3 jours, si on veut donner une grande quantité d'un coup. C'est, changer de l'eau, de temps en temps et une fois tous les 3 4 jours. Dans la réalité, c'est mieux de faire tous les jours, mais si on veut tirer en mode, entretien minimum, changer la litière une fois toutes les quelques semaines et puis ensuite partir en vacances une semaine, parce que c'est quand même généralement, si on a des poules, c'est qu'on est plutôt à la campagne. Si on est plutôt à la campagne, c'est on a quand même un lien avec les voisins. C'est pas, mode de vie citadin et on a toujours un voisin qui peut venir jeter un coup d'œil, qui peut venir donner du grain. Moi, quand je pars, je demande à mes voisins de venir jeter un coup d'œil. Eh bien, on en parlera plutôt vers la fin de l'échange aussi, de cette dimension aussi de réseau à l'échelle locale, c'est aussi une question importante. Et une Complètement. dernière question sur la nourriture, chasse, pêche, une alternative selon vous est réaliste pour quelqu'un qui débute?
Je pense pas qu'en cas de rupture de normalité, on se dise: «Tiens, je vais me mettre à la chasse». Je suis pas certain que ce soit la meilleure idée du monde. Par À contre la l'arc? pêche, alors là, si on débute en cas de rupture de normalité, on compte sur les chasses à l'arc pour nourrir sa famille, je pense qu'elle meurt de faim avant qu'on ait réussi à attraper quelque chose. C'est très compliqué à l'arc quand même. Non, la chasse, il faut être chasseur, je pense. On s'improvise pas chasseur, c'est des années d'apprentissage et c'est des règles de sécurité à connaître. Par contre, la pêche, oui, c'est une très bonne option. Tiens, attends, est-ce que j'ai non, je sais pas, il est ah! Ah, je pensais pas le trouver, j'ai de la chance. C'est la caverne d'Ali Baba chez vous. Ouais, mais complètement, on voit pas, mais en dessous de la table, j'ai encore plein de caisses et j'en ai encore plein derrière. Ça, c'est un kit pêche. Donc, c'est tout simplement des flotteurs. Ça, c'est du fil ou du plomb? Non, ça, c'est du plomb. Ça, c'est du plomb et ça, c'est du fil. Et ici, j'ai des hameçons. Et rien qu'avec ça, ça doit coûter 15-20 euros. Ben, je crée ma ligne. Là, j'ai de quoi créer une vingtaine de lignes. Et ensuite, pêcher, c'est relativement simple. On trouve un ver de terre par terre, on trouve un insecte, on met ça à l'eau. Et alors ça, c'est pas terrible en situation normale, mais en situation de rupture de normalité, on monte une dizaine de lignes, on met ça à une dizaine d'endroits différents, et ensuite on repasse quelques heures plus tard voir si on a attrapé quelque chose. Je dis que c'est pas terrible parce que le poisson risque d'avaler l'hameçon, et que l'hameçon soit pris dans l'estomac. Et il y a comme une certaine éthique quand on tue un animal, et je trouve pas ça très éthique, mais et c'est relativement simple. Il n'y a pas besoin de grosses connaissances pour se mettre à la pêche. Donc plus la pêche que la chasse, c'est un investissement moindre Complètement. aussi. Pour ne rien avoir en une journée de pêche, c'est quand même assez rare. Pour ne rien avoir en une journée de chasse, c'est relativement courant. Avant de passer à la thématique suivante, je me permets de prendre un commentaire de Colette qui nous dit: «L'ajout d'argile, dans l'eau, comme le préconise le docteur Jeanne Allègre, est-ce que l'argile pourrait participer à purifier l'eau pour la potabiliser?» Alors, l'argile, c'est une substance, pardon, assez incroyable, qui a plein d'usages. Si on n'a que ça peut aider. Par contre, il faut vraiment faire attention entre 2 choses, entre les techniques qui améliorent la qualité de l'eau et les techniques qui purifient l'eau. Et ça, faut vraiment faire attention là-dedans. C'est-à-dire que, si vous buvez une eau vous avez de l'eau du robinet classique et vous mettez de l'argile, il y a des charbons, des bouts de charbon, les biochanes, si je dis pas de bêtises, qui sont très à la mode en ce moment. Il y a aussi les perles de céramique. Donc tout ce genre de techniques, ça améliore la qualité de l'eau, mais en aucun cas ça transforme une eau non potable en potable. La filtration, c'est vraiment quelque chose, qu'on ne peut pas, faire en autonomie. Il faut, du charbon actif, il faut différentes techniques. Donc, au quotidien, aucun souci pour utiliser de l'argile. En situation de survie, si vous n'avez que ça, allez-y, clairement, allez-y. Par contre, si vous avez le choix, prenez un filtre. Avec un filtre, vous serez sûr que l'eau sera réellement pure. Avec l'argile, j'ai quelques doutes quand même. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas seul, Antoine, à être fan des canards. Il y a Nathalie qui nous dit 18 canetons pour une seule canne cette année. Voilà. Donc, vous voyez, c'est en plus, ça se reproduit et donc, c'est totalement d'autant plus intéressant. Donc, on a de l'eau, on se nourrit, mais ce n'est pas tout. Imaginons si on tombe malade ou en termes d'hygiène. J'aimerais savoir, selon vous, beh, déjà en termes de santé, quels sont les indispensables d'une pharmacie maison en cas de… Je dirais que pour la pharmacie, faut pas faire très compliqué. Faut stocker les médicaments qu'on utilise au quotidien. Soit, il y a j'avoue qu'en termes de pharmacie, j'ai pas grand chose chez moi, parce que je prends quasiment jamais de médicaments. Mes enfants non plus. Généralement, on est plutôt du genre dans la famille à attendre que ça passe. Et ensuite pour tout ce qui est, on va dire, comment dire? Il y a tout ce que j'appelle un peu bobologie. Il y a quand même pas mal d'options, avec des plantes sauvages notamment, qui permettent de faire pas mal de choses. Donc en pharmacie pure, j'ai assez peu de choses. Par contre, si j'avais quelqu'un dans la famille qui avait un problème de maladie récurrente, par exemple, là, je stockerais, les médicaments qu'il utilise, de manière récurrente. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui suivent des traitements, chroniques, je vous recommande très fortement d'avoir de l'avance sur vos prescriptions. Et si vous avez besoin de garder ça au frais, je vous recommande d'avoir, est-ce qu'on voit? Oui. Oui. Ça, c'est en gros, une grosse batterie, pour faire simple, une grosse batterie électrique. Avec ça, vous pouvez faire fonctionner un frigo pendant quelques jours, en cas de coupure d'électricité. Donc ça vous permet de continuer à produire du froid si vous avez des médicaments que vous voulez, conserver en cas de problème. C'est très bien, on va parler après, juste après d'énergie. Mais donc là, pour la bobologie, simplement peut-être une trousse de 1er secours, c'est suffisant selon vous? Alors, il y a la bobologie médicale. Je mets de côté un petit peu l'aspect, on va dire, maladie, Mmh. mal de ventre, ce genre de choses, et le côté un petit peu secourisme. Mmh. Alors, pour de la bobologie,
Alors, j'ai une trousse ici. C'est génial d'avoir tout ce côté visuel. Merci à vous. Ben, avec plaisir. Moi, ce que je recommande, c'est d'avoir une trousse de secours. Alors là, elle est un petit peu grosse quand elle est pliée, un petit peu comme ça, donc elle est un peu grosse. J'ai à la fois le côté, on va dire, bobologie, avec des pansements, une pince à tic, différentes tailles de pansements, et puis j'ai quelques effets ralgants, voilà, si j'ai mal à la tête. Donc ça, c'est un petit peu le côté bobologie. Et puis après, on a le côté un petit peu plus secourisme. On appelle ça trauma kit, tout ce qui est traumatologie. Et donc là, ça, c'est un pansement compressif israélien. Donc ça, c'est plutôt sur des coupures, des plaies qui saignent. Donc là, on est sur arrêter une hémorragie. D'accord, donc pour traiter des plaies. C'est ça. Et en gros, pour les plaies, le pansement compressif, c'est vraiment un truc qui est absolument génial à avoir. Évidemment, je recommande souvent d'en acheter 2. Un pour s'entraîner et un pour vraiment mettre. Et puis après, si on va un peu plus loin, on a tout ce qui est garrot. Donc il y a différents types de garrots. Ça, c'est un garrot à cliquet. Les garrots, ça fonctionne sur les extrémités. Donc, pardon, le concept d'un garrot, c'est de couper l'arrivée de sang. Donc évidemment, ça se met pas sur le cou. Sinon, on accélère le problème de santé. Donc ça se met sur les extrémités, donc les bras et les jambes. Mais ça, par contre, le garrot, faut l'utiliser qu'au cas de dernier recours. Et le pansement compressif, c'est un peu moins sexy. Souvent, les gens qui s'intéressent au secourisme en situation un peu hostile, c'est tout de suite le garrot. Le pansement compressif, c'est très intéressant aussi. Donc là, c'est pour des plaies qu'on s'ouvre avec du sang qui coule je ne sais pas comment on dit les termes techniques, mais à flot, on va dire, quand il y a... Oui, en fait, je dirais qu'il y a trois critères. Il y a le premier, c'est déjà s'il y a une petite coupure, tiens, plantain. On en reparlait tout à l'heure, en cas de petite coupure, vous prenez du plantain, vous le mâchez un peu, vous le mettez dessus. S'il y a une toute petite coupure, un tout petit saignement, ça fonctionne extrêmement bien. Le plantain, on appelle ça le sparadrap du paysan. D'accord. Si ça va un peu plus loin, là, on met un pansement. Et ensuite, on va mettre un pansement compressif. Donc, c'est un pansement, mais avec une large bande, et compressif parce qu'il vient comprimer la plaie. Et en comprimant la plaie, ça aide à stopper le saignement. Et si on va plus loin, bras arraché, là, le garrot, c'est absolument indispensable. Faites attention quand vous coupez votre bois. Il y a Nathalie qui nous dit aussi des huiles essentielles, évidemment, de base qu'on peut stocker facilement, parce que les huiles essentielles se conservent très longtemps, du titri, de la lavande. Enfin voilà, il y a pas mal d'huiles essentielles qui permettent de répondre à différents symptômes. En termes d'hygiène, si on peut plus acheter de dentifrice ou de savon au supermarché, ou même pour l'entretien de l'hygiène de la maison, est-ce que vous avez des produits phares, des produits qu'on peut stocker longtemps, facilement, pas trop chers, qui permettent, voilà, en cas de rupture, de continuer à prendre soin de soi? Je reviens juste sur les huiles essentielles. Oui. C'est très clairement une très, très bonne option. En fait, elle a tout dit dans le commentaire. C'est très intéressant. Ça fonctionne sur plein d'aspects différents de la santé, et ça se conserve très longtemps. Donc, très intéressant pour les huiles essentielles. Merci Nathalie. Pour l'hygiène, pour le dentifrice, il y a différentes, on peut faire différents types de dentifrice fait maison. Honnêtement, c'est vraiment une chose où j'ai essayé 4 ou 5 recettes. J'ai jamais fait une recette fait maison, que j'apprécie. Et le savon, il y a quelques plantes, je crois qu'il y a la saponine, qui peuvent remplacer le savon, mais c'est des plantes assez spécifiques et pas très courantes. Et l'hygiène de base, en fait, moi je recommande plutôt de stocker vous prenez du savon de Marseille, ça se stocke sur du très long terme. J'ai plusieurs kilos de savon de Marseille chez moi. En fait, mes beaux-parents habitent dans le sud, donc quand j'y vais, j'achète du savon de Marseille là-bas et je ramène ça chez moi en Suisse. Et ça se conserve, ça coûte pas cher, ça se conserve sur le très long terme. Le dentifrice, pareil, moi j'ai une dizaine de dentifrices d'avance. Je déteste manquer d'un truc, peut-être pour ça que je me suis intéressé à la résilience. Donc pour ce genre de situation, stocker. Et puis après en situation vraiment compliquée, le charbon, ça fonctionne en tant que dentifrice, même si c'est pas recommandé, je pense, sur le long terme, parce que je pense que ça doit quand même rayer. C'est assez abrasif le charbon. Je parle de charbon réduit en poudre comme dentifrice. Donc sur le long terme, je pense pas que ce soit une très bonne idée quand même. On parle, ça me fait penser à cette question, on parle beaucoup de stockage. En termes de stockage, vous avez un espace dédié pour stocker, en termes de température, en termes, je sais pas, d'humidité, en termes de poussière? Je vois des bidons bleus aussi derrière vous, qui sont, j'imagine, hermétiques aussi, à l'air ou potentiellement, des mythes ou des mythes alimentaires, enfin des choses qui pourraient abîmer et détériorer en fait des choses stockées. Donc, comment vous vous organisez, vous, concrètement, dans votre
lieu de vie pour stocker tout ça? Alors je souris parce que c'est une très bonne question. Il y a une erreur qui est faite très souvent. En fait, Mmh, souvent, il y a quelques personnes qui par exemple, il y a eu le covid, évidemment, c'était un choc pour beaucoup de gens. Le fait, de voir des supermarchés pris d'assaut comme ça avec des mouvements de panique, ça a choqué beaucoup de gens. Donc il y a pas mal de personnes qui se sont intéressées à la résilience à ce moment-là, ce qui est, je pense, une très bonne chose. Par contre, il y a certaines qui n'ont pas trop réfléchi, donc qui ont acheté plein de paquets de pâtes, des paquets de gâteaux. Ils ont mis ça dans un coin. Ils y retournent 6 mois après, ça a pris l'humidité, il y a des mythes alimentaires. Une fois qu'il y en a, c'est compliqué à s'en débarrasser, donc Les souris? voilà. Donc dans mon cas, j'ai déjà une cave, ou plutôt tous les conserves maison. J'ai fait pas mal de jus de pommes, par exemple, récemment ou pas mal de confitures. Je stocke ça, dans la cave. Avoir une cave, c'est vraiment génial. Ensuite, j'ai déjà ma cuisine ou ne serait-ce que dans ma cuisine, dans les placards, on va dire, c'est le premier stock de nourriture. Ensuite, j'ai une buanderie, une pièce à linge, là où il y a la chaudière, ce genre de choses. Là, j'ai mon vrai stock de nourriture. Donc le stock, d'un mois dont je parlais tout à l'heure, donc le stock dynamique ou stock tournant. Et ensuite, dans cette pièce-là, donc là, alors je sais pas comment les gens s'imaginent ça, mais c'est une pièce qui est hermétique, qui est au sec, qui est, dans une grange. Par contre, elle est pas chauffée, c'est pour ça que je suis en pull, malgré la période de l'année, et la température, elle descend rarement en dessous de 0 ou peut-être légèrement en dessous de 0, et l'été, ça reste relativement frais. Donc il y a pas trop de problème là-dessus. Et ça, c'est des bidons, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est des bidons hermétiques. Donc un bidon, ensuite il y a le couvercle, on voit pas, mais il y a un joint en caoutchouc, et ensuite on vient mettre un cerclage en métal. Donc ça, c'est vraiment génial, et ça, c'est mes stocks de longue durée, donc tout ce qui est, farine, sucre, blé plutôt. J'ai un peu de farine, mais j'ai aussi beaucoup de blé, avec évidemment de quoi le moudre. Donc j'ai un moulin électrique, un moulin manuel, aussi également, et tout ce qui est sucre autrement, et puis tous les produits qui se conservent très longtemps. Je mets ça dedans. Donc ça, on est sur du stockage d'1 an, 2 ans, au minimum. D'accord, et pour, tourner un peu la page autour de la santé de l'hygiène, est-ce qu'il y a un livre indispensable pour la santé en cas de crise ou 1 ou 2 références que vous pourriez, conseiller? Qui vous vient en tête comme ça Mmh, par hasard, hein? pour la santé, 3 livres. Il y en a un qui s'appelle Memento Primo Intervenant, qui a été fait par Gaël Baudrat, qui est secouriste, qui, a fait ce livre après les attentats. Là, on est vraiment sur la traumatologie. Donc on arrive sur quelqu'un, la personne est blessée, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vraiment très pratique. C'est qu'on regarde la page, OK, on elle saigne, OK, saignement, OK, qu'est-ce qu'on fait? Hop, hop, hop. Et il y a vraiment les gestes étape par étape. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ensuite, il y a un livre qui s'appelle, je crois que c'est Where is no doctor, quelque chose comme ça, où il n'y a pas de docteur, en anglais. Ça, c'était un livre qui a été fait, si je dis pas de bêtises, pour les personnes un petit peu missionnaires en Afrique, donc qui allaient faire des missions en Afrique. Donc il y a un côté un petit peu africain dans le sens où on parle beaucoup de maladies qui sont spécifiques à la zone africaine, mais il y a plein de choses super intéressantes. Et sinon, sur tout ce qui est médicinal, j'ai fait un livre en partenariat avec, François Couplan, donc c'est François Couplan qui l'a écrit et moi qui l'ai édité, qui s'appelle Les secrets des plantes sauvages, qu'on peut retrouver sur le site Apprendre, préparer, survivre. Et donc à l'intérieur, il y a pas mal de plantes et pas mal de types de remèdes. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec les plantes. Je pense très clairement, on sous-estime l'usage qu'on peut faire des plantes. Tiens, la reine de près, elle est magnifique en plus. C'est vraiment une plante que j'aime beaucoup. La fleurs sont très bon. Mais la nature, en fait, ouais, la nature et les plantes, en fait, sont la première pharmacie, hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des médicaments, modernes sont en fait, des reproductions, de molécules par la pétrochimie, mais qui à la base sont des molécules, issues des plantes pour 80 ou 90 des médicaments, hein, pour donner Complètement. des ordres de grandeur. On a de l'eau, on a de la nourriture, on a parlé de santé, d'hygiène, mais souvent dans ces contextes de rupture, on peut avoir, l'électricité qui disparaît et la vie change complètement. Vous en parliez tout à l'heure avec l'exemple du frigo. Donc en cas de blackout, quel matériel, minimum pour vous pour, s'éclairer ou cuisiner, par exemple? Juste avant de parler de ça, Oui, je vous en je prie. pense qu'on sous-estime vraiment les conséquences d'un blackout. D'accord. Je c'est un bon exercice, pour les personnes qui nous regardent ce soir, après ce live, essayer de réfléchir à une journée normale sans électricité. Parce que souvent quand on parle de blackout, moi souvent on me dit: «Oui, il y a plus d'électricité, j'allume une bougie et puis c'est rigolo». Non, ça fonctionne pas comme ça. Plus d'électricité, c'est déjà alors plus de lumière évidemment, mais c'est pas très grave plus de lumière.
Donc il y a plus de lumière, plus de conservation, frigo, congélateur, donc ça fonctionne plus. C'est plus de communication, donc internet, le téléphone, ça ne passe plus. Alors, il y a certains réseaux téléphoniques qui ont des batteries intégrées qui permettent de fonctionner quelques heures, mais sur le long terme, ça fonctionne plus. Il y a plus d'eau parce que les stations de pompage, les stations de traitement de l'eau ne fonctionnent plus. Les pompes pour relever l'eau dans les châteaux d'eau ne fonctionnent plus non plus. Ensuite, on a il y a plein de choses dans la maison qui fonctionnent plus. La cuisson, donc et à part la cuisson au gaz, mais la cuisson ne fonctionne plus. Souvent, le chauffage, c'est du chauffage central, donc même si on a un chauffage au bois, bah, il y a quand même généralement la chaudière, il y a de l'électricité pour le thermostat, pour le fonctionnement de la chaudière. Il y a un exemple, il y a pas longtemps, pendant une tempête en Bretagne, il y a une personne, elle avait tous ses volets fermés, des volets électriques, elle avait pas le moyen et heureusement que la porte fonctionnait parce qu'à part ça, elle était bloquée chez elle. Donc les stations-service ne fonctionnent plus. Donc il y a énormément de choses qui ne fonctionnent plus en cas de coupure d'électricité et je pense que c'est une des pires choses qui puisse nous arriver. Une coupure d'électricité de plusieurs jours en pleine ville, ça peut vraiment être, beaucoup plus dramatique qu'on ne le pense. Et d'ailleurs, juste entre parenthèses, ils ont vécu ça récemment en Espagne et encore plus récemment au Portugal, c'est en 2025 et ça a duré que quelques heures. Mais c'est vrai que les témoignages, qu'on a pu lire sur internet de personnes qui étaient sur place ont été impressionnés, on va dire, par les conséquences, et le côté systémique, de ces ruptures énergétiques dans toute l'expérience de vie du quotidien qui a duré que quelques heures. Bah, moi, il y a 2 exemples que je retire de ça, qui sont assez révélateurs, je trouve. C'est une personne alors les vidéos sont sorties 1 semaine, ou 2 semaines après. Donc quelqu'un qui se filme dans la rue en Espagne et qui dit, «On sait pas trop ce qui se passe, il y a plus d'électricité, apparemment c'est les Russes qui nous ont attaqués, on sait pas si c'est une cyberattaque ou qu'ils ont déjà envoyé des missiles, on sait pas trop ce qui se passe, tout le monde est un peu en train de paniquer à cause des Russes» et alors, tu vois? Vous rigolez. Et évidemment, maintenant, c'est rigolo, mais sur le moment, ils étaient persuadés que les Russes attaquaient. Donc plus de communication, ben, ça mène déjà Plus pas mal de d'informations? plus d'informations, c'est ça. Et du coup, c'est un peu la panique et on a, si c'est en pleine journée, donc il y a monsieur au travail à un endroit de la ville, madame au travail à l'autre endroit de la ville et il y a un enfant au collège, un enfant à la maternelle. On fait quoi? Qui va chercher quel enfant? On se retrouve où? Donc non, non, ça peut être extrêmement dramatique. Et le deuxième exemple, c'est bah, des personnes qui, du coup, plus de coupure, plus d'électricité, se sont dit, je vais quand même aller faire des courses au cas où, ce qui est plutôt une bonne idée. Bah, ils vont faire des courses, ils prennent des choses dans les supermarchés, donc ils s'éclairent avec leur téléphone dans les supermarchés, parce qu'il y a plus, du coup, il n'y a plus rien. Tous les rayons froids des supermarchés, bah, il y a la chaîne du froid, elle est cassée. Ensuite, ils arrivent en caisse, bah, carte elle ne passe plus, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu quelques petits moments de flottement, il y a encore quelques personnes qui avaient du cash. Et ensuite, ben, tous les supérettes ont fermé parce que les gens commençaient à paniquer, commençaient à partir sans payer. Donc, forcément, ils ont baissé les rideaux. Et au bout de quelques heures, il n'y a plus qu'une supérette d'ouverte. Donc, non, non, ça peut être beaucoup, beaucoup plus dramatique qu'on ne le pense. Et donc, s'il y a une rupture, d'énergie et d'électricité en particulier, pour s'éclairer, cuisiner, qu'est-ce que vous conseillez? Mmh. En fait, je pense qu'il faut avoir c'est l'exemple de la rupture de la normalité où il faut vraiment avoir une préparation qui est complète. Déjà, il faut être capable de filtrer son eau. On parlait de gourde tout à l'heure, donc une gourde filtrante, déjà avec ça, on est autonome en eau. L'eau, allez, c'est coché. Ensuite, pour la nourriture, avoir un stock de nourriture. Avoir un stock de nourriture chez soi, ça évite pendant le Covid, moi, j'étais chez moi, je regarde jamais la télé, mais là, je regarde BFM TV et je me dis: «Ah oui, quand même!» Mais j'étais chez moi, j'étais tranquillement chez moi avec celle qui est devenue ma femme, ma compagne de l'époque et on était chez nous et on était tranquillement chez nous. Donc un stock de nourriture, ça permet d'éviter de se mettre en danger en cas de problème et de rester tranquillement chez soi en attendant que les choses reviennent à la normale. C'est être, j'aime bien dire, un citoyen responsable. Donc la nourriture, c'est bon. Pour cuisiner la nourriture, un réchaud de camping, ça, Mmh. c'est la meilleure option. C'est l'option la plus simple. Ça coûte pas beaucoup d'argent. Puis il y a souvent de choses, en fait, des outils de la résilience qui sont à double usage. Donc on fait un peu de camping, bah, on a un réchaud de camping. Ça permet de faire chauffer, de l'eau, de faire chauffer des aliments, en tout cas pendant, quelques jours, quelques semaines en fonction des réserves de gaz. Mmh. Et d'ailleurs, faire attention de ne pas mettre le feu à la maison. Je crois qu'il y a quelques personnes qui sont mortes en Espagne. Il y a une bonne partie, quelques personnes qui sont mortes à cause d'incendies, créés par, des bougies, des choses comme ça. Ensuite, la communication, c'est bien d'avoir une radio. Elle est dans mon sac, donc je la sortirai pas. Ensuite,
Produire de l'électricité, en fait, c'est pas la priorité en cas de coupure d'électricité. C'est un peu contre-intuitif, mais on dit souvent coupure d'électricité, comment produire de l'électricité? Non, c'est pas le principal problème. C'est d'abord assurer ses besoins vitaux. Et une fois qu'on a de quoi boire, de quoi manger, produire de l'électricité, ça peut être bien parce que ça permet de s'informer. Et du coup, en petite. Oui, c'était ma prochaine question. Est-ce qu'un petit kit... Non, mais je vous en prie. Au contraire, c'est super, vous faites la transition. Un petit kit solaire, est-ce que ça vaut le coup et quels sont les niveaux d'installation possibles du plus petit j'imagine, aussi des installations plus autonomes, mais qui se font évidemment bien en amont? Alors, le mieux, c'est des panneaux solaires sur le toit avec une installation dite hybride, c'est-à-dire qui peut fonctionner sans le réseau. Il y a l'immense majorité des installations solaires, des panneaux solaires qui sont posés sur le toit des maisons, qui sont synchronisés avec le réseau. Il y a 2 raisons à ça, c'est que le réseau, il y a une fréquence en hertz, donc c'est du courant alternatif. Les panneaux solaires, ça produit du continu, donc il faut synchroniser l'électricité qui vient des panneaux solaires. Donc pour ça, il faut être branché au réseau. Et la deuxième raison, c'est que en cas de problème sur une ligne électrique, tout simplement, il y a des techniciens d'EDF qui interviennent. Si l'installation ne se coupait pas, on continuerait d'envoyer du jus dans la ligne, et évidemment, ça peut tuer des techniciens. Donc l'immense majorité des installations se coupent automatiquement en cas de coupure. Il y a beaucoup de personnes à Spain qui disent « mais je comprends pas, j'ai des panneaux solaires, je me suis fait arnaquer ». Non, c'est pas de l'arnaque, c'est juste un type d'installation qui est pas fait pour fonctionner hors réseau. Mais en dehors des panneaux solaires, il y a... Ça, c'est des kits solaires qui fonctionnent très bien. Alors attention, il faut un vrai kit solaire. On peut en trouver sur Amazon des 5 watts, 10 watts, 15 watts. À partir de 20 watts, ça commence à être intéressant. En dessous, c'est vraiment pas terrible. Et ça, en appartement, ça fonctionne pas si mal. Et je recommande quand même d'avoir une powerbank, parce que les panneaux solaires, c'est pas fait pour être branché directement sur des appareils électriques, comme par exemple un téléphone, parce que ça envoie un courant qui fluctue sans arrêt. Et nos appareils électriques sont très sensibles. Et donc, c'est pas forcément une bonne idée. Donc, une powerbank, c'est vraiment bien, ça fait tampon. Comment vous appelez ça? Une powerbank, en français, une Ok. batterie portable, je pense. Ok, d'accord, une batterie portable, ok. Et le panneau vient recharger et comme ça, après, on branche l'appareil électronique sur la batterie. Okay. Exactement. Et en me retournant, j'ai trouvé un truc qui est super. J'ai le droit de dire une marque parce que c'est la seule marque que je connais qui fait ça. Donc c'est Decathlon, la marque Fort Class de Decathlon. Ils ont des lampes comme ça qui coûtent une vingtaine d'euros. On peut la recharger avec une manivelle. Donc, très pratique, c'est-à-dire une autonomie complète en termes de lumière. Et derrière, il y a la possibilité de recharger la lampe. C'est toujours bien, ça évite de mouliner. Mais ça fait aussi powerbank. Donc on peut recharger un téléphone portable avec ça. Donc avec ce petit appareil, on peut s'éclairer et recharger un téléphone portable. Alors, évidemment, si c'est pour regarder Netflix, sur des films enregistrés Netflix en cas de coupure, vous allez mouliner comme un malade, ça sert à rien. Mais en moulinant un certain temps, donc, je sais pas, quelques dizaines de minutes, on peut avoir quelques pourcentages de batterie. Évidemment, au quotidien, on n'a pas que ça à faire, mais en cas de situation de rupture de normalité, si on est bloqué chez soi, ça permet quand même d'envoyer quelques SMS, de recevoir quelques infos. Donc ça, en termes de qualité, prix, efficacité, c'est pas mal du tout. On a parlé tout à l'heure rapidement, mais vous avez passé. J'aimerais qu'on développe un peu sur si donc il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'internet. Donc potentiellement, même les émetteurs radio aussi sont pas forcément disponibles. Même j'imagine les États vont rediriger l'énergie sur les installations les plus critiques. Mais comment on peut continuer à communiquer? Vous parliez de talkie-walkie, peut-être un mot de plus là-dessus. Talkie-walkie, radio, est-ce que c'est facile d'accès? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est facile d'usage si on n'a pas d'expérience? Alors, tout Quelle ce qui est distance? radio, tout ce qui est radio, c'est assez réglementé pour des bonnes raisons. C'est qu'en fait, une radio, pardon, je cherche à exprimer ça sans entrer dans les détails techniques, mais une radio peut émettre sur n'importe quelle fréquence. Donc ça veut dire qu'on peut émettre sur la fréquence, par exemple, d'une tour de contrôle à un aéroport. Évidemment, ça peut créer pas mal de problèmes. Donc les radios sont souvent interdits, soit à l'achat, soit à l'utilisation. En tout cas, c'est le cas en France. Je simplifie beaucoup, hein. Désolé s'il y a des radios amateurs, mais c'est un peu le cas. À moins de passer justement une licence de radio amateur, mais c'est extrêmement technique. Donc les talkie-walkie... Je l'ai rechargé tout à l'heure. C'est le talkie-walkie classique. Ça, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple parce qu'il suffit de tourner un bouton pour pouvoir en fait communiquer. Donc généralement, il y a une dizaine de canaux qui sont préenregistrés. Donc on sélectionne le canal, par exemple canal 3 sur les 2 talkie-walkie. Et ensuite, à partir de là, il suffit juste d'appuyer pour parler. Donc c'est extrêmement simple l'utilisation. Ça coûte... Allez,
entre 50 et 150 € de bons talkie-walkie en fonction de la qualité. Donc c'est pas mal du tout. Par contre, la portée, c'est très aléatoire. Je dirais 8-10 km maximum sur une plaine sans obstacle, comme par exemple par-dessus un lac ou en mer. Et par contre, ça dépend énormément en pleine ville avec des bâtiments en béton. On peut très bien être à 100 mètres et ne pas réussir à se capter. Moi, en montagne, ça m'arrivait, ma femme était à la maison, moi j'étais en train de randonner, et à 300 mètres de la maison, on s'entendait pas. Alors que par contre, à quasiment 10 km sur un sommet, en ligne directe, là, on arrive à s'entendre. On a une question de Santa qui nous dit un générateur à essence pour l'électricité. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une bonne option. Alors, pour moi, c'est plutôt un plan B. C'est-à-dire qu'un un générateur électrique, voilà, comme celui-ci, ce qui est génial, c'est que déjà, on peut stocker de l'électricité. Donc on va le charger et en cas de coupure, bah, on va pouvoir tout de suite l'utiliser, et ça, on peut l'utiliser en appartement. Donc ça produit en fait, ça produit pas de gaz, hein, aussi, donc ça s'utilise très bien en appartement, et ça se recharge avec des panneaux solaires. Après, il y a pas de taille de panneaux solaires, mais ça se recharge. Donc, si on a un appartement qui n'est pas au nord, on peut recharger ça. Donc ça peut être une très bonne option, et c'est assez discret. Les générateurs essence, bah, déjà ça nécessite de l'essence comme le nom l'indique, ou du diesel, donc ça veut dire, ben, avoir un certain stock. Parce qu'évidemment, en cas de rupture de la normalité, selon le type de rupture de normalité, on peut avoir des stations essence qui ne fonctionnent plus. Donc si on a un générateur essence, sans réserve d'essence, on va pas aller très, très loin. Ensuite, en termes de bruit, ça fait beaucoup de bruit, donc c'est pas forcément discret. On est peut-être à un moment où justement on veut être discret. Ensuite, bah, il y a des gaz nocifs, ça pue, donc ça a quelques inconvénients, et je dirais que le dernier inconvénient, c'est qu'on l'allume, ça produit de l'électricité. On coupe, ça ne produit plus. Tandis qu'avec ce genre de choses, ça fait à la fois, ça envoie de l'électricité et ça en stocke aussi. Donc je pense que l'électrique, en plus les prix ont vraiment baissé. C'est beaucoup plus intéressant que des générateurs. Et est-ce que l'essence peut se stocker sur plusieurs années ou elle perd de sa enfin, est-ce qu'on peut Alors on mettre de dit l'essence 6 qu'à mois. 3 ans? On dit 6 mois. Moi, ça m'est arrivé d'oublier un bidon d'essence. Je mets ça dans ma tondeuse, ça fonctionne relativement bien, mais parce que je pense que c'est un moteur qui est très, très basique. Je ne mettrai pas une licence, d'il y a 2 ans, dans un véhicule, non, enfin, dans une voiture. Donc, je conseille fortement de faire tourner ses stocks tous les 6 mois maximum. Après, on fait tourner, c'est-à-dire, on prend 2-3 bidons, on les remplit. Ensuite, ben, la voiture, 4 ou 5 mois après, la voiture, le plein est à la moitié, bah, hop, on vide les bidons dans la voiture, on retourne les remplir et ainsi de suite. C'est un tout petit peu de logistique, mais ça se fait très bien. Comme pour les pâtes. Une dernière Exactement. question une dernière question sur l'électronique, même si c'est hypothétique, mais on parle des fois de tempêtes solaires qui pourraient impacter nos appareils, Mmh. électroniques. Qu'est-ce que vous conseillez par rapport à de potentielles tempêtes solaires pour protéger tout ce qui est électronique, s'il vous plaît? Je peux prendre le temps d'expliquer un tout petit peu ce que c'est, les conséquences? Bien sûr, avec plaisir. On est là pour ça. Alors, c'est des IEM, impulsion électromagnétique, si je dis pas de bêtises. Il y a Vous 2 vous vous sources. tapez sur votre table, j'ai l'impression, on entend dans le Ah micro, pardon, désolé, c'était vous quand je inquiétez pas. réfléchissais. Du coup, il y a 2 sources possibles. La première, c'est des sources naturelles, donc c'est le soleil. Donc pour faire simple, il y a des tempêtes solaires, on va vraiment simplifier, et donc le soleil émet dans une direction très précise un rayonnement, et si la Terre se trouve dans cette direction, ça fait quand ouais, une petite quantité, ça fait des aurores boréales, donc c'est de là, viennent les aurores boréales. Et après, dans de grosses quantités, ça peut cramer les circuits électriques. Donc il y a différents types de puissance, mais une très grosse tempête solaire, vraiment une très grosse, pourrait cramer en fait tous les circuits électriques. Donc les conséquences sont beaucoup plus importantes qu'une coupure d'électricité comme ce qu'il y a eu en Espagne, parce que c'est-à-dire que les transformateurs électriques sont morts, ils sont grillés. C'est-à-dire qu'on doit vraiment tout recréer depuis zéro. Donc c'est un petit peu la catastrophe qui pourrait nous ramener à l'âge de pierre. Et juste que les gens se rendent compte, hein, les transformateurs électriques, il y en a sur l'intégralité du territoire, hein. C'est des dizaines de milliers de transformateurs qu'on peut avoir des fois en tête de poteau, dans chaque quartier, jusqu'à des gros transformateurs qu'on voit qui font plutôt la taille de 2, 3, 4 poubelles. Mais voilà, c'est pour changer Voilà. toute cette installation à l'échelle d'un territoire, c'est plusieurs années de travail. Non, et puis même, c'est-à-dire qu'il y a plus d'usines non plus. C'est-à-dire que les usines qui les produisent, les machines-outils sont cramées également. C'est-à-dire que les sources de production type centrales nucléaires sont cramées également. Non, non, là, on parle de vraiment cas extrême, mais ça peut aller très loin. Et la deuxième source, c'est certains types de bombes nucléaires qui sont vraiment dédiées à ça, qui explosent en haute altitude. Il y a un bouquin qui s'appelle La seconde d'après, que je recommande fortement,
qui a été faite par un analyste, je crois que c'est un colonel américain dont le boulot c'était de réfléchir aux menaces asymétriques qui pesaient sur les États-Unis, qui a fait un rapport sur les risques IEM. Il a envoyé le rapport à ses supérieurs, et ses supérieurs se sont vraiment rendus compte de la problématique, mais ça coûte tellement cher de protéger le réseau d'un pays entier, en plus aussi grand que les États-Unis, qu'ils ont préféré enterrer le rapport. Et lui, jugeant que le risque était vraiment important, a décidé d'écrire un roman. Donc c'est un roman pour alerter le grand public. Et ce roman est absolument incroyable. Donc le risque est extrêmement violent. Et c'est un peu le genre de catastrophe type ce qui s'est passé en 2021. On est sur YouTube, donc je fais attention. C'est le genre de choses où on se dit ça ne peut pas exister. On parlait d'un risque comme ça qui risque de paralyser le monde entier. On se dit non, ça ne peut pas exister. Non, c'est pas possible. Et les tempêtes solaires, on se dit mais ça ne peut pas exister. Mais non. Et en fait, le risque est extrêmement faible. C'est-à-dire qu'il y a pas de. Enfin, il faut vraiment une très grosse tempête et pile alignée sur la trajectoire de la Terre. Mais si ça arrive, il y a toute une phase de la Terre qui est complètement grillée. Il y a l'autre face qui est protégée du coup par la face qui est grillée, qui elle s'en tirera, mais les risques sont extrêmement violents. Et j'en parle assez peu parce que ça fait tellement science-fiction que généralement les gens se disent tout de suite non, c'est pas possible. Pour se protéger, il y a. On entend du métal. Pardon, je mets le bazar un peu partout. C'est ce qu'on appelle des cages de Faraday. Donc une cage de Faraday, le concept, c'est d'avoir une boîte qui soit étanche aux ondes. Donc, je simplifie énormément. On prend une boîte en métal, donc là c'est une boîte de munitions. Dans cette boîte en métal, on va faire en sorte que quand on ferme la boîte en métal, le métal touche le métal. Donc là, au lieu d'avoir un joint en caoutchouc qui protège l'humidité, c'est du papier d'alu. Et puis j'ai vraiment fait attention à brosser toutes les parties en métal. C'est vraiment métal contre métal. Ensuite, à l'intérieur, on va mettre un isolant, donc là du carton, pour éviter que ce qu'on met à l'intérieur soit en contact avec le métal. Et ensuite, on va mettre du matériel électronique. Donc là, j'ai des radios, un téléphone, lampe frontale, des panneaux solaires. J'ai le même que celui qu'on a vu tout à l'heure, là j'en ai 2, et une powerbank ici. Donc en cas de tempête solaire extrême, j'ai au moins quelques appareils qui tiennent. Puis il faut mettre une prise à la terre. Je l'ai enlevé pour l'amener, mais on met un fil ici qui part à la terre. Comme ça, en cas d'impulsion, on est capable d'évacuer l'électricité. Donc c'est pas que l'électronique qui serait touchée, c'est même une simple lampe torche pour être impactée par ce type de tempête? C'est très très complexe, ça dépend énormément de la puissance, mais dans les cas les plus graves, oui, très clairement. L'armée a quelques véhicules qui sont spécifiquement isolés, mais non, ça peut être vraiment dramatique. Mais il y a des cas, il n'y a pas longtemps, au Canada, il y a une dizaine d'années, il y a une partie du Canada qui a une coupure parce qu'il y a quelques transformateurs qui ont cramé. Et à l'époque du comment ça s'appelle? Télégraphe, du télégraphe aux États-Unis, il y a le réseau qui a cramé sur une partie des États-Unis, justement à cause de ça. D'accord. On nous demandait en début d'émission, on n'a pas beaucoup parlé, on a beaucoup parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas beaucoup parlé des gens qui habitaient en ville. Donc, en ville, quels seraient les premiers gestes simples qu'un citadin pourrait mettre en place, même si évidemment les stocks de pâtes, des choses comme ça, c'est à la fois pour les urbains et les ruraux. Mais voilà, pour les urbains, qu'est-ce que vous conseillerez les premiers gestes simples qu'ils pourraient mettre en place? Stock de nourriture et solution de filtration. Je pense que déjà, rien qu'avec ça, ils sont vraiment capables de faire face un petit moment. Et je pense que d'autant plus en ville, c'est important parce que moi, l'idée, à travers le projet APS, apprendre, préparer, survivre, c'est aussi que plus on est nombreux à être préparés en cas de crise, mieux la crise se passera. On va subir une crise, c'est statistiquement, on est à 100%. C'est pas être catastrophiste de dire ça, mais c'est qu'on subit en permanence des crises. En fait, à l'échelle d'une vie humaine, on subit plusieurs crises. On a eu ce qui nous a touché en 2021, on a eu la crise des subprimes, on a eu 2 guerres mondiales, on a eu la crise de 29 entre ces guerres, on a eu la guerre froide. Donc on subit de manière régulière, tous les quelques dizaines d'années, des crises. On ne sait pas de quoi ça sera fait la prochaine crise, je ne suis pas prophète, je ne sais pas quand elle aura lieu, je ne sais pas quelle est la nature, mais plus on sera nombreux à être préparés, moins les conséquences de cette crise seront graves. Donc, ne serait-ce qu'en ville, avoir un stock de nourriture
et de quoi filtrer son eau, on est déjà sur une très bonne base. On rajoute à ça un petit panneau solaire, une petite powerbank, on est capable de faire fonctionner un téléphone, de recharger des lampes, et c'est déjà pas si mal. Et un petit système de chauffage, enfin de chauffage pour faire cuire potentiellement des stocks alimentaires. Un petit camping-gaz, Oui, mais c'est pas quelque chose c'est que je recommande secondaire. fortement. Alors, pour moi, je dirais que le risque d'incendie est plus, mieux vaut manger des pâtes froides plutôt qu'avoir 15 personnes dans un immeuble qui s'amusent dans les carrés chauds au moment où les pompiers ne sont pas joignables. Donc, ça peut être bien, mais ouais, si ça peut être intéressant si on fait les choses, bien. En tout cas, c'est très intéressant. Vous dites, plus nous sommes nombreux à préparer et être dans cette démarche d'autonomie, plus les crises potentielles, on pourra les amortir. D'où l'intérêt Exactement. de planter des fruitiers, de faire des jardins potagers, de faire des stocks. Et donc, en fait, plus nous sommes nombreux à participer à cette grande chaîne, plus on pourra avoir cet amortisseur collectif. Au-delà du matériel, de l'eau, de la nourriture, de la santé, il y a aussi les questions d'argent, de sécurité très rapidement en cas de crise mais multiples qu'on pourrait vivre. Est-ce qu'il faut mieux garder de l'or, de l'argent, des cryptos, plutôt du cash? C'est quoi un peu votre philosophie ou vos conseils sur ces enjeux-là? Alors, comme vous m'aviez dit que vous vouliez parler de ça, j'ai sorti quelques petits trucs de mon coffre. Mmh. Ce que je recommande, c'est déjà d'avoir du cash sur soi. C'est la 1re chose à avoir. Donc, là, du cash en euros et pourquoi pas si on veut se diversifier en dollars. Donc, quelques euros, quelques dollars si on veut se diversifier, c'est déjà une première base. En cas de coupure d'électricité, par exemple, vous êtes capable d'aller... je pense que les supérettes, dans un premier temps, elles paniquent un peu FM. Après, elles ont tout ce qui est stockage du froid qui vont périr. Ils vont peut-être essayer de vendre ça. Donc, ceux qui vont pouvoir acheter ça, c'est ceux qui ont du cash. Vous avez besoin de vous déplacer, chercher vos enfants. Enfin, voilà. Le cash, c'est super important. Donc, déjà, avoir du cash chez soi. D'ailleurs, la Banque centrale européenne vient de le recommander. Entre de mémoire 70 et 120 euros chez soi. C'est toujours bon signe quand ce genre d'instance nous recommande d'avoir du cash. Ensuite, après le cash, il y a des pièces d'argent. Ça, c'est une pièce d'argent française. C'est un Hercule 100 francs. Ouais, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est voilà, une pièce que je peux recommander française. Et sinon, une pièce étrangère, il y a 2 pièces qui sont connues. Ça, c'est la Maple Leaf, donc donc une pièce, canadienne avec Élisabeth II et l'érable. Donc c'est des grosses pièces. Pour information, ça vaut à peu près 45 € maintenant, des pièces comme ça. Donc pour faire une estimation de la valeur. Et ensuite des pièces d'or. Donc ça, c'est une Marianne. Donc c'est des 20 francs or. Marianne Koch. Devinez le prix de cette pièce. Regardez. Allez, on va faire un petit jeu. Je n'ai aucune connaissance, je dirais, vu que l'autre coûte 45-50 € et que c'est de l'or, je dirais 3 à 4 fois plus cher, je dirais 150-200 €. 630. Waouh. Je les ai achetés, alors les premières, je C'est les ai pour acheter achetées à une vache, 200. quoi. Il y a une référence derrière ou? Non, non, mais j'imagine parce que OK. on peut pas acheter un paquet de sucre ou un paquet de pâtes à la supérette avec la pièce d'or. Mais En fait, potentiellement, on pourrait acheter, je sais qu'une vache, ça coûte à peu près 1 000 €, enfin des ordres de grandeur, donc j'imagine qu'une pièce d'or comme ça permettrait. Pourquoi il y a une il y référence a derrière? oui, il y a vraiment une référence là, c'était, très, très bien trouvé. On dit un petit peu qu'une vache, ça coûte une once d'or, D'accord. ou quelques grammes ou 10 grammes d'or, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est une façon simple d'expliquer qu'en fait, l'or a a un cours qui est relativement régulier depuis l'Antiquité. Et par exemple, en Suisse, où les maisons coûtent très cher, sur les 100 dernières ou 200 dernières années, une ferme, c'est 10 kilos d'or. Et le prix est relativement constant. Évidemment, il y a des écarts de temps en temps, mais c'est un actif, dont la valeur est relativement stable dans le temps. Valeur refuge. C'est ça. Et alors on me dit souvent, «Oui, enfin, c'est ça, personne va t'échanger, ta pièce d'or et ta pièce d'argent». Bah, oui, évidemment, si demain, je vais dans un supermarché et puis je veux payer avec une pièce d'or, on va me regarder, «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» C'est pour ça qu'il faut du cash. Mais dans les premiers temps, d'une rupture de la normalité, le cash, c'est très clairement, l'option idéale. Mais quand la solution va durer, bah, dans ce cas-là, avoir des pièces d'or, avoir des pièces d'argent, ça peut être une bonne idée. Et puis ne serait-ce que, là, on a une situation financière qui est très compliquée dans le monde à l'heure actuelle, donc forcément les gens se précipitent sur l'or. Ben, dans une époque économiquement incertaine, avoir quelques pièces comme ça permet
voilà, d'avoir une valeur qui est stable. On ne sait pas ce que donnera la zone euro sur le long terme, donc on ne sait pas si nos euros peuvent être dévalués. On a une situation économique en France qui est catastrophique. On parle, on parle de plus en plus de saisies des assurances vides, ce genre de choses. Et ben, avoir de l'or, c'est un moyen de stocker son épargne et de l'avoir à disposition immédiate sans avoir un risque que quelqu'un vienne y toucher ou qu'il soit dévalué ou d'une manière ou d'une autre. Et où peut-on acheter ces pièces d'or et d'argent? C'est facile aujourd'hui en France, en Suisse ou en Belgique pour les publics qui nous suivent ou au Québec? Oui, il y a 2 façons de faire, soit dans les magasins. Donc il y a des magasins alors attention, pour acheter, il y a 2 types de magasins, en fait, pour faire simple. Dans les métaux précieux, il y a les magasins type, achat-vente, cash, voilà, achat-vente hors cash. Il y a Qui ont plein beaucoup de noms fleuri ces différents. dernières années. Voilà, c'est depuis 2008, depuis la crise de Mmh. 2008. Donc ça, c'est des magasins qui achètent de l'or, mais qui n'en vendent pas. Alors, ils en vendent, mais généralement, ils en ont pas en stock. Ils ont vraiment pas l'habitude d'en vendre, donc ils sont un petit peu: «Ouh là, comment je vais faire?» Et souvent donc, ils en ont pas en interne, donc ils doivent demander au siège et le siège leur envoie des pièces d'or ou des lingots et ensuite vous pouvez venir les récupérer. Donc je conseille pas d'acheter là-bas. Par contre vendre, pourquoi pas. Et ensuite il y a, des boutiques qui font ça depuis 100 ans. En France, je peux donner 2 noms? Il y a Godot et Oui, oui. Fils qui est assez connu et il y a, Comptoir de l'Or, qui sont aussi, assez connus. Donc c'est devenu des chaînes, ces dernières années. Donc il y en a dans les grandes villes. Dans les petites villes, non, mais dans les grandes villes, il y a ce genre de magasins. Et puis ils sauront vous conseiller sur la fiscalité et ce genre de choses. Et puis Et sur pardon, évidemment sur ouais, internet. Sur internet, moi ouais. j'achète que sur internet. Et vous avez jamais eu de mauvaises expériences sur internet? Non, mais les gens se disent, je sais pas pourquoi, il y a une sorte de fantasme autour d'acheter de l'or sur internet. Chaque fois que j'en parle, les gens me disent: «Ah, comment ça? Je vais me faire arnaquer». Bah, quand on achète une machine à laver sur internet, on pense pas se faire arnaquer. Bah, l'or, c'est un bien de consommation, un peu comme les autres, même si c'est vrai que ça a beaucoup de valeur dans très peu de place. Et restons sur de l'or physique aussi, parce que malheureusement, aujourd'hui, les banques proposent de l'or qui sont des genres d'actions d'or, en fait, mais il n'y a pas d'or physique derrière. Donc, restez sur de l'or physique. Dernière question, avant de parler aussi un peu plus, pour finir notre échange sur votre projet Apprendre, préparer, survivre, hein, qui propose beaucoup de choses. On en a parlé au tout début. Mais comment sécuriser son logement en cas de trouble? Vous, comment vous imaginez en cas de tension? Enfin, voilà, c'est une question qui C'est une mériterait question qui beaucoup est plus de temps, complexe. mais Je dirais déjà le meilleur moyen de sécuriser son logement, c'est de bien s'entendre avec ses voisins. C'est En ville, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai vécu en ville, hein, bah, je connaissais pas mes voisins. C'était bonjour, au revoir, je croisais des personnes dans la cage d'escalier, j'avais aucune idée de quel étage ils habitaient. J'étais pas du tout dans la création d'un réseau, en tout cas à ce moment-là, donc en ville, c'est assez compliqué. Par contre, à la campagne, bah, on connaît ses voisins, donc déjà, en cas de problème, bah, déjà avoir des bonnes relations avec ses voisins, ça permet de s'entraider en cas de problème et faire fuir un éventuel agresseur, c'est déjà, on va dire, la première chose à faire. Ensuite, c'est déjà d'avoir une maison avec une porte solide, des fenêtres solides, des accès qui sont fermés, une alarme, des caméras de sécurité. Je pense que c'est déjà une bonne chose à avoir. J'ai pas trop envie de rentrer dans la défense active, heu, donc c'est déjà, voilà, une bonne chose à avoir. merci. Donc, c'est passionnant, hein. Vous nous avez, proposé, donné une boîte à outils très concrète. C'est vraiment super, toutes ces petites astuces pour mieux se préparer. S'il fallait retenir une seule chose, on l'a un peu dit, hein, un geste simple à mettre en place, dès aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est plutôt le stock alimentaire et rendre l'eau, potable. Voilà, on En va fait, dire ça c'est servira dans la plupart des cas. mmh, Et un kit de secours, c'est quand même super important. Je recommande comme vraiment aux gens d'avoir un kit de secours et surtout de savoir l'utiliser. Donc il y a des formations en France, qui sont ou en Suisse, hein, qui sont, soit gratuites, soit pas chères et on peut même se les faire payer avec le travail pour être, je crois que c'est secouriste du travail, si je dis pas de mmh. bêtises. Donc allez-y, ça vaut vraiment le coup, et je pense que ouais, ça peut vraiment valoir le coup. Ne serait-ce que sur des petites blessures du quotidien, moi j'en ai un dans cette trousse là que j'ai sortie, c'est dans mon sac de tous les jours, qui est ici. Hop. Et bah, elle me sert toutes les 2 semaines quasiment. Et c'est pas pour poser un garrot toutes les 2 semaines, hein, heureusement j'ai jamais posé un garrot en vrai de ma vie, mais il y a une écharde, il y a un petit pansement, il y a un mal de tête, et ben ça sert. Et en cas de problème, on dit chaque seconde compte. Moi j'ai été pompier volontaire, quand il y avait une intervention,
En plus, moi, j'étais celui qui était le plus loin, j'étais tout en haut dans la montagne. J'avais 8 minutes à fond, alors clairement sans respecter les limites de vitesse pour arriver à la caserne, 1 minute pour prendre l'équipement, et ensuite on partait, c'était peut-être 5 minutes. Donc le temps entre l'alerte et l'arrivée, là je parle à la campagne, mais on est souvent dans les un quart d'heure, 20 minutes, voire 25 minutes. En ville, évidemment, on peut être à 4-5 minutes, mais je sais pas, on va voir son conjoint, sa conjointe, un enfant qui s'est blessé, qui saigne, qui est pas bien, et appeler les secours et devoir attendre un quart d'heure avec quelqu'un qu'on aime qui vraiment qui souffre, ça peut être très, très long. Donc je recommande vraiment fortement d'avoir un kit de secours. Et d'ailleurs, il y a la précision, on remercie les enfants phares qui nous commentent en France, ça s'appelle SST, Sauveteur Secouriste du Travail. Voilà, OK, pour j'étais préciser, presque. préciser, tout à fait. Voilà. Alors encore 2-3 questions pour ouvrir un peu la fin de cet échange. Beaucoup ont tenté une démarche d'autonomie à la campagne ces dernières années, hein, parce qu'ils déchantaient et donc ils sont dans la réalité enfin ils ont tenté cette autonomie, cette démarche, et beaucoup ont déchanté en fait aussi, parce que la réalité du terrain, elle est souvent dure, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, des compétences aussi à développer. Est-ce que ça serait pas aussi illusoire de chercher l'autonomie individuelle? Vous avez commencé à y répondre, mais est-ce que c'est pas plus Mmh. pertinent de miser sur des réseaux de solidarité, des compétences locales pour construire en fait son autonomie à l'échelle de son territoire? Alors, l'autonomie, le mot autonomie, ce serait tout un débat, on pourrait en parler un petit peu comme le surréalisme au début, mais l'autonomie totale, très clairement, c'est un mythe. Donc déjà l'autonomie totale, on oublie. Ne serait-ce que voilà, j'ai un micro devant moi, je suis absolument capable de produire ce micro. Donc l'autonomie totale, on oublie. Après, je pense qu'il faut être réaliste sur le niveau d'autonomie qu'on cherche à avoir. Dans mon cas, j'ai une femme, 3 enfants, je gère, du coup, le projet APS, ça me prend un temps considérable. Clairement, ce sont des occupations qui nuisent à mon autonomie. Donc vouloir avoir trop d'autonomie, je risquerais tous les ans, de toute façon, je mets trop de choses au potager, j'arrive pas vraiment à suivre, et puis, je suis un peu dégoûté. Donc il faut être réaliste, sur le niveau d'autonomie qu'on cherche à avoir, et je pense que les personnes qui sont dégoûtées, c'est des personnes qui n'ont pas conscience du travail que demande l'autonomie, qui ont du mal à prioriser, ce qu'ils veulent faire, et qui connaissent pas trop le domaine et qui, en fait, veulent trop faire, qui vont dans tous les sens. Je caricature énormément, mais on prend un couple de jeunes Parisiens qui en ont marre de la ville et qui veulent aller à la campagne. Très, très bonne idée, hein. Ils arrivent à la campagne avec des avis, très précis sur l'autonomie. Généralement, ils s'entendent pas très bien avec les voisins parce que, ils arrivent en expliquant un petit peu aux personnes qui sont là depuis des générations, comment faire leur potager. Parler de permaculture et de paillage à une grand-mère qui est là et qui fait son potager depuis 40 ans, en lui expliquant que c'est comme ça qu'il faut faire maintenant, c'est pas forcément la meilleure solution. Aller voir le paysan du champ d'à côté pour lui dire faut qu'il arrête de traiter aux pesticides et qu'il se mette au bio, c'est pas forcément la meilleure façon de se faire des amis. Donc et dans la caricature, il y a un petit peu ça aussi, et ensuite, quand tu achètes une maison à rénover, c'est un travail de malade. Un potager, ça demande énormément de temps. Des animaux, ça demande beaucoup de temps, et vouloir trop faire, c'est souvent le risque, que ça fonctionne pas, tout simplement. Donc pour les personnes qui veulent se lancer dans l'autonomie, surtout des personnes avec un profil un peu citadin, allez-y étape par étape. Déjà, rénovez votre maison. Juste ça, une fois que la maison est rénovée, commencez à avoir des choses à l'extérieur, peut-être quelques poules, un potager, un verger. Grandissez, enfin faites grandir ça, année après année, pardon, mais de manière progressive. Parce que c'est vraiment triste de voir des personnes qui veulent se lancer avec, plein de bonne volonté, plein de rêves, sur l'autonomie, mais ça demande énormément de temps, énormément de pratique. Il y a plein de choses qui fonctionnent pas quand on commence, et il y a plein d'échecs, donc il faut vraiment y aller étape par étape. Un exemple très concret, Mmh. je suis pas le meilleur autonomiste du monde et je prétends pas l'être. J'adore les champignons, j'ai voulu me lancer dans les champignons fait maison, et en fait, par manque de temps, j'en ai laissé moisir. J'avais les champignons à la cave, mais manque de temps avec les enfants, avec tout le reste, j'ai fait moisir des champignons, et voilà, j'ai dû laisser tomber un projet alors que j'avais, plein de projections, là-dessus. Donc allez-y doucement, faites-vous plaisir, et puis profitez-en.
Je partage tout à fait votre remarque, hein. J'ai la chance d'habiter à la campagne et je viens de la campagne et malgré ça, j'avais été un peu trop ambitieux et c'est vrai qu'au final, à la fin, ça devient trop chronophage et donc étape après étape, je pense que c'est vraiment un bon conseil parce qu'on peut pas tout gérer, d'où l'intérêt aussi de développer, ces réseaux à l'échelle locale avec, des compétences complémentaires où on peut chacun développer, dans son domaine de compétences. On avait un commentaire, de Santa pour revenir un peu aussi sur le projet APS parce que voilà, vous proposez pas mal de choses, hein, des livres, des guides, des formations. Donc j'aimerais qu'on développe un peu là-dessus. Santa nous demandait quel type de formation vous proposez, quels sont un peu les ouvrages emblématiques que vous proposez. Et vous aussi, Antoine, quelles sont vos préférences? Qu'est-ce qui vous anime le plus? Moi, ouais, m'anime le plus, c'est découvrir des nouvelles choses et c'est ça qui est génial. C'est pour ça que j'ai lancé le projet APS, c'est que ça Apprendre. m'éclate, de déco ouais, voilà, je suis à part le côté vraiment survie, résilience où je pense que j'ai un bon niveau d'expertise, le côté autonomie, il y a énormément de personnes qui sont bien plus, calées que moi et apprendre avec eux, moi, c'est un truc qui me botte énormément. Donc c'est ça un petit peu qui me motive, et puis aussi de voir des gens, qui disent: «Voilà, moi, il y a» des fois, il y a des personnes qui m'écrivent en disant: «Voilà, je te suis depuis 3 ans, j'ai acheté ce livre-là, depuis je fais ci, ça» et ben, ça fait énormément plaisir de pouvoir, semer des graines, on va dire, à travers ça. Le livre que je recommande et comme il est gros, il me sert de support pour mon ordinateur. Hop, c'est le calendrier de l'autonomie. Donc c'est un très gros bouquin, il fait je crois un peu plus de 400 pages, presque 500 pages et l'idée c'est, 1 action par semaine pour être plus autonome au quotidien. Il y a évidemment des choses qui sont plutôt axées campagne type BRG, mais il y a aussi plein de conseils, en ville, par exemple faire de la lactofermentation, faire des conserves, utiliser les huiles essentielles, les plantes sauvages médicinales. Il y a plein de choses qui peuvent aussi se faire en ville. Donc ça, je pense, c'est un très bon moyen de commencer. La personne de commentaire parlait de formation vidéo. Moi, je conseille plutôt d'avoir une approche un peu généraliste au début, essayer plein de choses, voir ce qui nous intéresse, et puis ensuite là, partir peut-être sur une formation spécifique. Mais au début, autant tester plein de choses. Et puis c'est un bon moyen de... Bah, sur une année, ça fait des défis. On parlait de lactofermentation, par exemple, tout à l'heure. Donc, on voit comment c'est fait, avec les avantages et le matériel à avoir. Ouais, donc c'est plutôt celui-là que je peux recommander. Après, j'ai sorti tout à l'heure, pour parler du plantain, les plantes sauvages. Donc ça, c'est un livre fait avec François Couplan, qui est une bonne référence en France sur les plantes sauvages. Donc ça, c'est plutôt pour débuter dans la cueillette. Donc on a une vingtaine de plantes. Le nombre m'échappe, mais on a une vingtaine de plantes. Et on parlait d'autonomie d'ailleurs. Une bonne action à faire pour les personnes qui veulent être plus autonomes et en ville, ça fonctionne. Hop, remets le bouquin sous l'ordi. Les plantes sauvages, c'est juste génial parce qu'en quelques heures, on peut connaître les 4-5 plantes sauvages les plus facilement reconnaissables et du coup avoir déjà une certaine autonomie alimentaire, même en ville. Et je pense que c'est une des premières choses à apprendre avant même d'avoir un potager, parce qu'un potager, c'est des heures et des heures pour mettre en place, pour s'en occuper, pour le gérer. Les plantes sauvages, vous allez faire une balade avec votre famille, avec votre chien, vous cueillez quelques plantes, vous revenez chez vous, vous les mangez, c'est déjà vachement bien. Et en termes de formation, un coup de cœur ou 2 que vous aimeriez mettre en avant? Mmh. Celle sur les plantes sauvages, d'ailleurs avec François Couplan, pour rester sur la thématique des plantes sauvages, elle est vraiment bien et je pense que c'est vraiment une, formation qui peut avoir un réel impact et qui convient à tout le monde. Par exemple, pour une formation sur les panneaux solaires, ça parle qu'à certains types de personnes. Il faut avoir une maison, donc les plantes sauvages, c'est une très, très bonne porte d'entrée pour l'autonomie. Donc avec le projet Apprendre, préparer, survivre, vous vous accompagnez d'experts, des fois extérieurs, avec qui vous collaborez pour, éditer des livres ou faire des formations? Oui, c'est ça, c'est comme une maison d'édition un petit peu classique. Quand on parle par exemple de panneaux solaires, j'ai des panneaux solaires, je suis sur je viens de f enfin j'ai fini ma deuxième installation. Pourtant je ne prétends pas être un expert en panneaux solaires, c'est un domaine qui est super compliqué, et donc là, je vais voir un expert en panneaux solaires. Quand je parle, je sais pas, de faire son propre pain au levain à la maison, du coup pareil, je beau faire mon pain au levain, je suis pas un expert du pain au levain, j'ai pas, 15 ans d'expérience dans le pain au levain, et donc dans ce cas-là, je vais voir un expert du pain au levain et c'est ça qui est super intéressant. Ça me permet de rencontrer plein de personnes super intéressantes et puis de challenger un petit peu, ce que je connais. Donc c'est là où moi je prends du plaisir. Mais c'est super, on arrive, au terme de cet échange et pour conclure et au vu du contexte actuel, quel message aimeriez-vous laisser aux auditeurs pour les aider à vivre, les temps à venir de la manière la plus apaisée possible, Antoine?
Bien se préparer pour moi, je pense qu'il y a soit on fait l'autruche, soit on se prépare et puis avoir une préparation qui est pragmatique. Commencer par des choses basiques, les mettre en place progressivement et c'est une très bonne façon, d'enlever, une partie du stress, de la vie quotidienne en sachant que, de toute façon, j'aime beaucoup le stoïcisme et il y a une des règles du stoïcisme qui dit que ça sert à rien de stresser sur des choses sur lesquelles on n'a pas d'impact, et qu'il faut faire des choses, sur les choses justement où on peut avoir un impact. Et du coup, voilà, je pense que c'est une bonne façon de réagir face au stress du monde quotidien. Se préparer, voilà. Merci beaucoup Antoine Bah, et avec pour plaisir. répondre, à Xorax, il y aura évidemment, une rediffusion demain, le replay sera diffusé, demain dans la journée. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci aux auditeurs aussi qui ont été présents. N'hésitez pas à explorer donc le site apprendre, préparer, suivre.com et à plonger dans les ressources, hein, que Antoine vient d'évoquer et à la fois, il y a plein de ressources gratuites, il y a aussi, des ressources payantes mais voilà, il y a vraiment c'est une super base de données donc n'hésitez pas à les découvrir. En tout cas, moi, je me suis régalé en préparant l'émission et je me suis régalé aussi ce soir. J'ai appris plein de choses. Merci à tous pour votre présence et n'oubliez pas, je vous le disais en introduction, mais c'est important pour nous, c'est grâce à votre soutien et grâce à vos dons qu'Essential News peut rester indépendant. C'est important pour nous de le rappeler. Alors continuez à liker, à partager, à commenter pour qu'on tienne bon dans cette bagarre des réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle soirée et merci encore Antoine. Belle soirée. Avec plaisir. Bonne soirée. Au revoir.